Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelles. J'espère que vous allez très bien. Beau temps qui est revenu ces jours-ci et ça aide considérablement, c'est sûr, la cause de tous les intervenants sur le terrain, de ceux qui viennent en aide aux gens qui ont été inondés sur le territoire lavallois. Plusieurs endroits dont on va parler dans les prochaines secondes avec notre segment Nouvelles. Mais juste avant, quand même, vous spécifier qu'on va aborder Bon Cop, Bad Cop 2. Gros succès au box-office pour son premier week-end d'exploitation avec Nicolas Vincent Poirier un petit peu plus tard. Stéphanie Léveillé-Denis va venir nous parler de TEDx Laval et aussi, on va parler de la marche de l'espoir, notamment, qui se tient le 28 mai prochain. Et c'est sûr, c'est au profit de la sclérose en plaques. C'est au Canada où il y a le plus de gens atteints partout à travers le monde, chose qu'on va pouvoir démystifier davantage un peu plus tard au courant de l'émission. Et je vous parlais justement de ces inondations et c'est vraiment un élan de solidarité qui s'est senti, qui s'est manifesté avec les gens sur le terrain qui se sont mobilisés, les pompiers et l'armée aussi, de même que vous, avec vos dons. Laval qui donne aussi 50 000 $ au fonds spécial de la Croix-Rouge. C'est le maire de Laval, M. Demers, qui a annoncé dernièrement que la Ville donnera 50 000 $ au fonds spécial mis en place par la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés. La Ville qui a pris la décision de donner un montant de 50 000 $ à la Croix-Rouge pour aider les gens dans le besoin, les Lavallois et les gens qui auront besoin d'assistance, dit le maire de Laval lors d'une conférence de presse en compagnie du premier ministre du Québec, comme vous pouvez le voir sur les images, Philippe Couillard. Et cette somme s'ajoute à toutes les mesures déjà mises en place par la municipalité afin de venir en aide d'ailleurs aux résidents des zones touchées, a fait savoir toujours le maire de Laval du même souffle. M. Demers a tenu à remercier les forces armées canadiennes qui sont sur le terrain pour aider les citoyens de Laval. Évidemment, nos pensées vont avec vous parce que l'après, il faut faire le ménage et autres. 18 chefs d'accusation, les cagoulards armés voulaient voir le mafieux Del Basso. 3 membres de sa famille ont été menacés et violentés d'ailleurs dans leur maison. Le mafioso Francesco Del Basso a possiblement échappé à la mort le 6 mai dernier quand 2 cagoulards armés qui le cherchaient en vain dans sa maison de Laval s'en sont plutôt pris à 3 membres de sa famille. Marc Laflamme Berthelot, 33 ans, et David Cormier, 25 ans, qui ont dû répondre à 18 chefs d'accusation, eux qui auraient spécifiquement demandé à voir Del Basso dès que sa conjointe leur a ouvert la porte. Mais l'ex-homme fort du clan Rizzuto ne se trouvait pas à sa résidence du quartier Vimont et Del Basso était alors en liberté sous surveillance des services correctionnels depuis 2 mois, après avoir passé 9 ans d'ailleurs derrière les barreaux à la suite de l'opération Colisée de la GRC. Il était même parti sans le bracelet électronique muni d'un GPS permettant aux autorités de le suivre à la trace et qu'il s'était d'ailleurs engagé à porter en tout temps afin d'obtenir sa libération conditionnelle. Armés d'un revolver, les intrus qui habitent à Montréal ont alors fait un mauvais parti à la conjointe de Del Basso et à 2 de ses fils. La dame et son aîné âgé dans la vingtaine se sont fait braquer l'arme dans leur direction et ont été rués de coups, d'après les informations. Le cadet de la famille âgé de 12 ans a aussi eu le canon du revolver pointé vers lui selon les accusations. C'est Francesco Del Basso lui-même qui a alerté le 911 après avoir été avisé par message texte que quelque chose de grave se passait chez lui. Les cagoulards se sont enfuis à l'arrivée des policiers de Laval, mais ils ont été capturés, heureusement, après une courte poursuite. Del Basso a été ramené au pénitencier pour avoir enfreint ses conditions. Ayant pris d'ailleurs ses distances de la mafia montréalaise, il avait déjà répété aux autorités qu'il ne craignait pas d'être la cible d'un règlement de compte, comme son ex-associé Lorenzo Giordano, abattu à Laval, je vous rappelle les faits, le 1er mars 2016. Détenus jusqu'à nouvel ordre, les présumés assaillants sont inculpés de séquestration, de voies de faits armés, de menaces de vol qualifié, d'introduction par effraction, de port de déguisement et de conduite dangereuse. Berthelot a déjà écopé de 4 ans de prison pour conduite dangereuse et tentative de fuite en 2013. Et pendant qu'il se faisait d'ailleurs passer les menottes samedi, lui et son complice ont aussi perdu leur pitbull qui est sorti de leur véhicule et s'est rué sur les policiers avant d'être abattu. À la suite de cet incident, une femme et un homme seront par ailleurs accusés d'avoir proféré des menaces de mort envers les policiers lavallois sur les réseaux sociaux. Histoire que vous avez sans doute entendu parler. Dans la vie, tu sais, on dit des fois qu'il y a des bonnes dettes. Y a-t-il des moins bonnes dettes? Bien, semble-t-il que oui. Semble-t-il qu'il y a au moins une bonne dette que vous pouvez avoir à la maison. Et peut-être que vous connaissez ce que c'est une assurance hypothécaire. Est-ce que vous croyez que c'est la même chose qu'une hypothèque? On démystifie tout ça. Elle vient de façon sporadique nous éclairer sur les sujets en lien avec les finances et autres. Elle est conseillère en sécurité financière. Madame Monica Choukassi, merci d'être là. Bonjour, Alexandre. Très content de te retrouver encore une fois
cette semaine. Et justement, démystifions ce que c'est assurance hypothécaire, assurance vie temporaire. Puis il faut dire d'emblée que c'est une bonne dette et que ce n'est pas la même chose qu'une hypothèque, l'assurance hypothécaire. Oui, parce que, bon, l'hypothèque, c'est le montant que la banque vous prête pour payer le propriétaire de la maison. Donc, à ce moment-là, vous avez acheté une maison, vous payez la maison et la banque vous paye la différence que vous n'avez pas. Et pour protéger cette dette-là, alors, on a une assurance hypothécaire ou assurance vie temporaire. C'est la même chose. Et donc, si jamais il s'avère qu'on tombe malade, s'il s'avère, par exemple, qu'on décède, la conjointe ou le conjoint reste avec la maison, n'a pas nécessairement la capacité de payer, c'est-tu dans ces genres de causes-là, de cas-là que ça intervient? Bien oui, parce que c'est sûr qu'on parle d'une dette qui peut être de 200 000, 250 000, 300 000, 400 000. Alors, c'est des montants importants. Souvent, c'est des montants qui sont supportés à deux. Ouais. Alors, s'il y a une des deux personnes qui est dans l'incapacité de payer, soit parce qu'elle est décédée, soit parce qu'elle est en invalidité, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut se protéger d'une situation comme ça parce que ça arrive plus souvent qu'on pense. Et puis quand on parle de gens qui sont saisis, des fois, on voit des saisies de maison, c'est-tu parce qu'ils nécessairement, il n'y avait peut-être pas dans certains cas d'assurance hypothécaire? Bien, oui, ça peut arriver parce que c'est sûr que si vous n'êtes pas capable d'assumer le montant, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix. Là. Mais il faut préciser qu'il y a des cas, il y a des situations que ça ne s'aplique pas, là, dans le sens que c'est vraiment précis sur des cas comme la maladie, sur des cas la maladie, l'invalidité, le décès. Ouais. Alors, d'où là l'importance à ce moment-là d'avoir une protection sur laquelle vous pouvez compter, une protection qui est figée dans le temps aussi, là, qui ne changera pas. Dans la façon de l'appliquer, cette assurance-là, par exemple, je ne veux pas être négatif, je ne veux pas être fataliste, mais par exemple, c'est un couple qui a plusieurs enfants. Oui. Le couple décède, accident de voiture, les enfants restent en quelque sorte avec l'héritage, donc c'est-à-dire avec la maison. Les parents avaient pris des arrangements, avaient fait donc un arrangement avec une assurance. Donc, ils tombent un peu, on peut dire, tributaires de s'organiser avec la maison. Est-ce que ça peut s'appliquer sur plusieurs membres d'une famille, c'est-à-dire de pouvoir être inscrit à cette assurance-là? Oui, bien, que s'il arrive des décès, par exemple, au-delà des conjoints-conjointes? Bien, premièrement, si on fait deux différences entre une assurance vie temporaire et une assurance de banque, une assurance hypothécaire, c'est que la banque est la bénéficiaire. Tandis que dans le cas d'une assurance vie temporaire qui couvre la dette ou toute forme d'obligation financière, à ce moment-là, c'est vous qui décidez qui va être le bénéficiaire. Okay. Alors, ça fait une grosse différence parce que la banque, elle, va absorber le montant qui reste au niveau de la dette hypothécaire, tandis que dans le cas d'une assurance vie temporaire, mais si vous héritez d'une assurance en dedans de 30 jours, c'est très rapide, à ce moment-là d'un montant, je ne sais pas moi, de 200 000, mais c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous allez faire avec le 200 000. Alors, vous pouvez décider de payer la balance de la maison. Okay. Vous pouvez décider de continuer à faire vos paiements. Vous pouvez l'appliquer sur des projets. Vous pouvez placer l'argent. Donc, c'est comme des gens qui veulent réhypothéquer leur maison, qui ont de l'argent. Donc, ils peuvent en faire un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Des fois, c'est pour des travaux sur la maison. Donc, on peut faire, même pour continuer à vivre, des fois, on perd... Le conjoint et conjointe avait un emploi très, très lucratif. Là, on se retrouve avec des paiements qui sont faramineux. Donc, vous pouvez maintenir votre niveau de vie. Maintenir nos niveaux de vie pendant un certain temps. Ce qui n'est pas le cas avec une institution financière, parce qu'à ce moment-là, l'institution financière, elle, se protège elle-même en absorbant le montant de la balance, finalement, au niveau de la maison. Mais malheureusement, ça ne vous donne pas d'argent pour payer l'épicerie. C'est ça. Donc, beaucoup d'avantages de faire, c'est-à-dire de bien se prémunir, de prendre vraiment les arrangements de l'assurance hypothécaire, assurance vie temporaire. Puis aussi, on en a jasé un petit peu avant d'entrer en ondes, mais vous me disiez que, je pense qu'à chaque coup de 5 ans, l'assurance va s'ajuster à votre âge. Alors quand vous faites affaire avec une institution financière versus une assurance vie, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un renouvellement, alors ça peut être 2 ans ou 5 ans, automatiquement, l'assurance de la banque va s'ajuster à votre âge. Donc, vous vieillissez, donc le montant augmente et le capital de votre dû descend. Alors là, ça devient problématique. Et si moindrement vous tombez malade, vu qu'il n'y a pas de test, il n'y a rien de fait. Puis on sait que plus on vieillit, plus l'espérance de vie nécessairement exactement. se réduit. Tandis qu'avec l'assurance vie temporaire, les tests sont faits, le montant est fixé pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans.
de 10 000 à 10 millions. Donc, il y a vraiment... C'est pas plus cher, dans le sens que ça ne va pas coûter plus cher nécessairement. C'est le contraire. C'est le contraire. Ça. Donc, oui. il y a un avantage. Des avantages énormes, des différences énormes, surtout que vous pouvez... Votre montant est fixé pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il ne changera jamais, jamais, jamais. C'est fou à quel point, je remarque que ça, il ne nous reste plus grand temps, mais depuis que vous venez nous parler de cela plusieurs semaines, cette littérature, je vais l'appeler comme ça, financière, on ne la maîtrise pas. Et quand on connaît ces petites virgules-là, ça peut tellement faire une différence. Alors vraiment, merci beaucoup de nous éclaircir à chaque fois. C'est toujours très concret et super bien exprimé, vulgarisé. Je veux que vous gardiez l'argent dans vos poches. Bien, certainement. Moi aussi, je la veux dans mes poches. Oui, puis que vous en ayez le contrôle. Oui, je vais essayer de garder ça. Dieu merci le volant. Merci beaucoup. Merci. Elle est toujours présente, elle est sur le terrain pour nous donner ce qu'il y a à faire côté activité, vie aussi très dynamique ici sur le territoire lavallois. Très content de pouvoir accueillir encore une fois notre chroniqueuse, Stéphanie Léveillé-Denis. Salut. Salut, merci d'être là. Bon matin. Bien, bon matin à toi. Bonne journée, peu importe le moment de la journée où les gens pourront évidemment nous écouter parce qu'évidemment, on est en rediffusion. Puis merci de toujours être là, aussi assidu. TEDx Laval, ça a eu lieu dernièrement ici sur le territoire lavallois. Tu y étais d'ailleurs, à la Maison des Arts. Et parle-moi tout d'abord, peut-être un peu, précisons ce que c'est TEDx Laval pour les gens qui nous regardent actuellement. OK. Bien, les fameux TED Talks, d'où le terme les TEDx est sorti par la suite, qui est comme une deuxième vocation, qui n'est pas produite par la compagnie TED, se veut des discussions par des petits génies qui apportent une vision différente, des idées qui sont dignes d'être répandues. En anglais, Ideas Worth Spreading. Donc, c'était la deuxième édition cette semaine à Laval. On peut voir beaucoup sur YouTube de vidéos de ça. Ça fait depuis 2007 que ça fait le tour du monde. Et on peut ça commence à s'implanter vraiment beaucoup comme marque de commerce, comme façon. Puis c'est une façon de socialiser aussi. Je trouve ça intéressant. Puis est-ce que c'est pas aussi, tu sais, dans l'ère où on est très, très techno, très, très devant notre clavier, un peu dissonant. C'est un peu comme une dichotomie, à savoir que là, on se rencontre dans une salle, puis là, on jase entre nous. C'est comme le fun en même temps. Je trouve ça intéressant d'avoir encore ce contact humain-là avec nos cerveaux. Effectivement. Bien, écoutez, on jase entre nous, façon de parler, dans la salle. Avant, il y a une séance VIP, il y a la pause où est-ce qu'on va discuter, puis on a la chance de rencontrer ces gens-là. Moi, j'ai eu la chance d'être là avant, pendant et après l'événement. Et puis, ce qu'il y a de le fun avec ça, c'est que c'était un événement qui était bilingue. C'est un événement qui se veut international. Donc, c'est la première année où est-ce que il y avait vraiment autant de publicité, puis il y avait le branding TEDx. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est très inclusif pour le territoire lavallois qui, on le sait, qui est très cosmopolite. Donc, très cosmopolite. Puis on a jasé de quoi? De quoi on jase? On a jasé des trucs qui portent à cultiver l'avenir. Donc, on a jasé de trucs aussi simples que Brad Barr des Barr Brothers, qui est venu faire une expérience de transmission de vibrations. Est-ce que j'ai pu participer un petit peu? C'est un petit peu ésotérique, astral, non? C'est très ésotérique, astral. Vous allez voir, mais que ça sort sur le YouTube de TEDx Laval. J'ai des petites photos sur mon Facebook. Vous allez pouvoir voir ça. Vraiment, ça m'intéresse. C'est vraiment spécial. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont pris dans l'assistance. Tiens cette ficelle-là et tire avec tes ongles dessus. Puis c'était relié avec une de ses guitares. On était 3 dans l'assistance qui faisait ça. Ça faisait comme c'était hypnotique comme session. Puis lui, il a jamais par-dessus ça. C'était vraiment magique. Par la suite, on a eu Derek Fage, qui est un animateur de Breakfast Television Montreal, qui est sur le réseau City, qui était là pour parler la poursuite du bonheur, Pursuit of Happiness. Il nous a raconté son histoire très personnelle et très touchante surtout. Là. Donc, c'est pas encore... Parce qu'il y en a qui sont un peu réfractaires quand il est question de croissance personnelle ou c'est pas vraiment de la croissance personnelle, c'est juste son histoire à lui. Puis on s'identifie à ce gars-là qui, dans sa jeunesse, a eu un traumatisme qu'on pourrait appeler, je veux pas dévoiler le poche. Il l'a pas eu facile. Il l'a pas eu facile. Et comment il a fait pour s'en sortir, pour sortir de sa coquille et devenir l'animateur flamboyant qu'il est aujourd'hui. Donc, ça peut s'adresser à tout le monde. Tout à fait. Et est-ce que, finalement, on veut en donner, je sais pas, d'autres éditions? Est-ce que c'est à chaque mois? Éclaire-nous un peu là-dessus. Pour le TEDx Laval, c'est une fois par année. Donc, l'année prochaine, 3e édition. Entre-temps, il va y avoir des
Salon TED. Donc, il va y être des événements, des dîners, des colloques qui vont avoir lieu. Pour les détails, vous allez pouvoir voir tedxlaval.com. OK. Et sinon, pour les détails sur la soirée d'hier, des images, c'est sur mon Facebook, facebook.com, stéphanie.l.denis. Donc, vous allez voir des belles images et aussi des entrevues qu'on a fait la semaine dernière et des petits selfies qu'on a fait avec les présentateurs. Avec les gens sur place. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, tu nous parlais de Brad Barr, The Barr Brothers, qui est un excellent groupe qui est maintenant connu mondialement. Donc, il y a ce genre aussi de contact-là qu'on peut avoir avec des personnalités qu'on peut s'identifier, puis peut-être nous inspirer par la suite pour, dans notre communauté, dans notre quartier, pouvoir aller pousser plus loin un peu notre cheminement, puis poser des actions aussi qui sont concrètes. Et donc, c'est Maison des Arts. Et tiens-nous au courant. Si toi, justement, tu continues dans ta communauté à, justement, les actions que tu veux faire. Je sais que tu as pu jammer, d'ailleurs, avec Brad Barr. Oui, ça, c'était vraiment amusant. C'était impromptu. C'était tout à fait magique, comme je le disais. Mais il y avait aussi d'autres colloques. Marie-Ève No, astrophysicienne, qui nous a mis en perspective... on est un petit point dans l'univers. Il faut faire attention à notre planète. Sur le plan astral, justement, encore là, qui nous fait réfléchir sur le plan scientifique. Merci beaucoup d'aller nous en parler. Merci à toi. Très, très, très pertinent. Peu de jeunes enseignants de la CSDL pensent à décrocher les élèves, mais également le côté des enseignants. Une enquête réalisée par Thierry Carzenti de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation sur le décrochage des enseignants révèle que moins de 3 % des jeunes enseignants songent à quitter la profession à la commission scolaire de Laval. Dans un contexte où plus de 25 % d'entre eux abandonnent la profession au cours des 7 premières années de pratique, il semble que la phase de l'insertion s'avère un moment crucial afin de les aider à faire face aux nombreux défis qui les attendent. M. Carzenti a dévoilé les résultats de sa recherche à laquelle ont d'ailleurs pris part 483 personnes en début de carrière, le 9 mai au bureau administratif de la CSDL. La majorité des enseignants auraient affirmé que les mesures d'insertion professionnelle et d'accompagnement mises en place par la CSDL contribuaient largement à les garder motivés au travail. Et si M. Carzenti avait une seule recommandation à faire pour l'insertion professionnelle des jeunes professeurs, l'enseignant accompagnateur dans les écoles viendrait en tête de liste, selon ses dires. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressortait de l'étude. Les jeunes ont quelqu'un dans les écoles à quelques mètres pour répondre à leurs interrogations aux questions simples. Il faut que ces personnes-là soient libérées, avance-t-il. Et la CSDL se soucie de l'intégration optimale de son personnel, souligne M. Carzenti, que ce soit en mettant des enseignants mentors à la disposition des jeunes, en leur assurant un accueil formateur par les directions d'établissement ou en leur fournissant divers outils facilitant, par exemple, la gestion de classe. La CSDL démontre sa volonté de faire vivre aux enseignants des expériences qui sont positives dès leur entrée dans le monde du travail. La présidente de la CSDL, Louise Lortie, s'est réjouie, on peut le comprendre, des résultats, arborant un large sourire. Elle a insisté sur les mesures qui représentent une façon de reconnaître l'importance de la profession enseignante. La réussite des élèves contribue à l'essor de notre société, mais la réussite professionnelle de nos enseignants y contribue tout autant, a-t-elle fait remarquer. Agir tôt et prévenir le décrochage, c'est essentiel pour nos élèves, mais aussi pour les enseignants. Mme Lortie affirme que les enseignants jouent un rôle de premier plan à la réussite des élèves. Nous tenons à souligner l'ampleur de leur travail et à faciliter leur entrée dans le monde scolaire. Est-ce possible de prévenir le décrochage des jeunes enseignants? Si on se fie aux résultats de l'enquête, la réponse est affirmative. Plus de 50 adoptions d'animaux, la 10e journée d'adoption d'animaux de compagnie, c'est soldé par 52 jumelages entre animaux et familles venus chercher un compagnon au pavillon du bois Papineau. C'était le 7 mai dernier. Les chats ont été populaires avec 36 adoptions contre 14 pour les chiens. Également, 2 perruches ont trouvé un nouveau foyer. Durant la journée, les visiteurs pouvaient visiter les kiosques des nombreux refuges sur place, dont le Berger Blanc, l'Auberge Zen et Aristopathe, afin de rencontrer le compagnon idéal. L'achat de médailles et permis était aussi possible et au total, ce sont 239 permis, incluant la médaille, qui ont été distribués. Celui pour chat est gratuit d'ailleurs cette année, mais il en coûtera 7 $ à son propriétaire en 2018 et la pleine tarification de 15 $ l'année suivante. Également, 300 résidents lavallois ont profité de la journée d'adoption pour faire micro-pucer leur animal au coût de 25 $.
et toutes les places avaient été comblées en moins de 24 heures. Dans la nouvelle politique des animaux, je vous reprécise, la Ville exigera le micropuçage des chats et chiens dès le 1er janvier 2019. Une autre clinique devrait se tenir prochainement pour ceux qui voudront se prévaloir de ce service et la date vous sera annoncée. C'est sûr qu'on vous tiendra au courant, mais via le site suivant, vous pourrez être mis au courant, c'est-à-dire le www.laval.ca dans la section animaux. Maintenant, Sainte-Rose, un incendie suspect dans un bâtiment abandonné qui retient notre attention. C'est un citoyen qui a contacté le 911 en fin de soirée, le 8 mai. Alors que le feu menaçait de ravager entièrement un bâtiment résidentiel, déjà répertorié comme étant désaffecté par le service de sécurité incendie de Laval. L'appel qui a été logé au 911 a été fait à 22h03. Ce sont 6 unités, soit 19 pompiers qui ont convergé vers cette maison abandonnée d'un étage situé au 115 chemin de l'Équerre. C'est non loin de la rue Damien-Cyr. Arrivés sur place à 22h10, les pompiers qui ont vite repéré des flammes sortant par le côté de la maison. Et bien que l'électricité fût coupée, les entrées barricadées des ouvertures avaient été pratiquées pour s'introduire à l'intérieur. Tout indique que ce bâtiment était squatté en raison des récentes températures froides, de confier Michel Durocher, qui est chef aux opérations du service de sécurité incendie de Laval. Aucune source de chaleur n'a été détectée. L'enquête a donc été transférée de facto à la police de Laval. Les pompiers ont contrôlé d'ailleurs l'incendie suspect vers la fin de l'heure, c'est-à-dire vers 22h55. Infligé par l'eau, l'exploration, le feu et la fumée, les dommages sont évalués à 75 000 $. Un avis de recherche, Essam Kamal, au moment d'enregistrer le bulletin, était toujours recherché, un homme de 31 ans qui est porté disparu à Laval. Le service de police a publié un avis de disparition pour tenter de retrouver Essam Kamal, un homme de 31 ans, donc disparu depuis plus qu'une semaine. Il aurait quitté le domicile familial au courant de la nuit du 27 avril. C'est ce qu'a précisé la police, ajoutant que les membres de sa famille ne l'ont pas revu depuis et s'inquiètent pour sa sécurité. M. Kamal mesure 5 pieds 8 pouces et pèse 178 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns. Il s'exprime en français. Il portait des pantalons bruns pâles et des mocassins beiges. Le service de police de Laval qui a indiqué que toute information qui permet de retracer M. Kamal sera traitée de façon confidentielle via la ligne info au 450-662-INFO ou bien via le 911 en mentionnant le dossier, donc LVL 170-429-030. Une famille craint pour sa sécurité. La police recherche un homme disparu depuis le 5 mai. Le service de police de Laval qui a réclamé l'aide du public pour repérer Stylianos Rounis, un homme de 43 ans porté disparu. M. Rounis a quitté son domicile du secteur Chemédé le 5 mai dernier. Il n'a plus été revu. Ses proches craignent pour sa sécurité puisqu'il doit prendre d'ailleurs des médicaments qu'il n'a pas en sa possession. L'homme s'exprime en français, anglais et grec, mesure 5 pieds 10 pouces, pèse 265 livres et a les cheveux châtains et les yeux bleus. Il pourrait se déplacer à bord d'une voiture noire de marque Honda Civic 2015 qui est immatriculée justement à la plaque suivante, soit le H52HRN. Alors, si vous croyez détenir de l'information, évidemment, le 911 est le moyen le plus simple pour pouvoir permettre à la famille de retrouver donc ses proches. Le mois de mai est le mois, en quelque sorte, de la sclérose en plaques, le mois où on fait de la sensibilisation, où d'ailleurs se tient la campagne majeure pour la cause, soit la Marche de l'Espoir, qui a lieu le 28 mai prochain. C'est d'ailleurs au Parc des Prairies, sous le coup d'11h. Vous pourrez marcher plusieurs trajets, 5-10 km. Et j'ai d'ailleurs le bonheur de pouvoir en parler avec Mme Michèle Marceau, qui est ici chef d'équipe section Laval. Merci, Mme Marceau, d'être avec nous. Peut-être précisons ce que c'est la sclérose en plaques. On est en plein mois de mai, mois de sensibilisation. Et il faut bien faire la distinction entre la SLA, maladie de Lou Gehrig, et la sclérose en plaques, qui n'est pas du tout la même chose, parce que je pense que c'est un peu confondu. Hein? C'est souvent confondu, mais c'est pas du tout la même maladie. La sclérose en plaques, juste un petit fait pour commencer, le Canada affiche le plus haut taux de sclérose en plaques au monde. Ah oui, OK. Il y a plus de 100 000 personnes qui sont atteintes au Canada. Et pourquoi? Est-ce qu'on a Non, on n'a pas encore le pourquoi, la raison d'être, okay, mais on est le pays le plus touché. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui va s'attaquer au système nerveux central. Okay. Donc, à la moelle épinière, au cerveau, aux nerfs optiques. Donc, c'est une maladie dégénérative. Dégénérative, puis qui va s'attaquer surtout à la myéline, qui est la petite gaine là, qui protège nos fibres nerveuses. Okay. Donc, nos membres qui bougent, là,
Bien, toutes les nerfs, là, OK. toutes les fibres nerveuses qui OK. se rendent jusqu'au cerveau. Au cerveau, OK. Donc, la myéline, qui est la petite gaine protectrice, va être attaquée. Et puis, il se crée des cicatrices à ce moment-là. Mais ces cicatrices-là vont bloquer l'influx nerveux. OK. Ce qui fait qu'il y a toutes sortes de symptômes associés à ce blocage-là. Donc, des symptômes au niveau de la motricité, des symptômes au niveau des faiblesses, grande fatigue, problèmes de sommeil, OK. problèmes de vision, parce que ça attaque les OK. nerfs optiques. Donc, ça atteint plusieurs... c'est pas juste physique, là, dans le sens où, tu sais, si on a des problèmes de sommeil, ça va s'engendrer partout. Oui, il y a des répercussions émotives, il y a des répercussions Financières. financières aussi, parce que la plupart des gens qui sont atteints, en fait, ça touche les jeunes adultes beaucoup, OK. de 15 à 40 ans. Souvent, c'est dans cette période-là que ça va être diagnostiqué. Donc, des jeunes adultes qui finissent leurs études universitaires, qui commencent une nouvelle carrière, des nouvelles mamans. La fleur de l'âge qu'on appelle. Dans la fleur de l'âge. Puis ça touche surtout les 3 fois plus de femmes que d'hommes. Ah, OK, encore là. Encore là, c'est Encore encore là, oui. un mystère. Je veux dire, est-ce que Exactement. vous avez pas non plus d'idée à cet effet? Pourquoi? Là? Non, je ne sais pas pourquoi encore. La recherche ne le démontre pas, mais ça touche plus les Plus femmes. les femmes. Et puis, souvent, suite au diagnostic, 80 des gens sont obligés de quitter leur emploi. Ils peuvent plus... De là, Ben, c'est ça, les complications qui s'engendrent. complications. Et puis, est-ce que il y a un laps de temps, quand vous parlez de 15 ans, 45 ans, est-ce que par la suite, disons, le fait que l'état de santé se décline, est-ce que ça va un peu m'en ralentir ou ça va de plus en plus qu'on va avancer dans le temps, ça va, Bien, ça va en fait, être c'est rapide? qu'il y a 2 sortes de sclérose en plaques. Il y a la sclérose en plaques dite cyclique. Donc, elle vient par des poussées et des rémissions. Il y a des poussées où là, il y a toutes sortes de symptômes qui vont apparaître. OK. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois. Et par la suite, il y a une espèce de rémission. OK. Il n'y a plus de symptômes, tout va bien. Quoi qu'il peut rester des séquelles de cette poussée-là. Donc ça, c'est la forme la plus Courante, on peut courante. dire? OK. Sinon, il y a la forme progressive qui, elle, évolue soit lentement ou rapidement, mais évolue constamment. OK. Donc, de là... De là, vraiment, de faire de la prévention, de la sensibilisation. Puis Oui. la marche de l'espoir qui se tient le 28 mai prochain, justement, Oui. dont je faisais référence d'emblée au Parc des Prairies. Donc, c'est votre moyen, votre campagne majeure pour amasser des dons. Qu'est-ce que ça a pu, concrètement, avec les dons amassés au cours des dernières années, faire dans vos recherches? Est-ce que vous avez pu quand même faire des actions notables? Oui, dans les 20 dernières années, il y a eu 15 médicaments qui ont vu le jour, qui ont été mis sur le marché. Ces 15 médicaments-là ont vraiment fait une différence au niveau de ralentir l'évolution de la maladie. Le confort des gens, La au quotidien, qualité de la vie. qualité de vie. Et puis aussi réduire le nombre de poussées, c'est-à-dire l'espacement entre les poussées. C'est de plus en plus long maintenant. Il y a de moins en moins de poussées, puis ça, c'est grâce aux médicaments. Que vous avez réussi à développer avec la Grâce recherche. à la recherche, oui. Comme l'année dernière, à Laval, avec la Marche de l'espoir, on a amassé 97 000 Wow! Donc, il ne faut pas lâcher. Non, faut- c'est ça, parce que j'ai regardé sur votre site, vous êtes rendu à près de 50 du but fixé de l'objectif. Oui. Et ça va quand même bon train. Je veux aussi qu'on parle, Mme Marceau, de l'excellente initiative de votre président d'honneur, un homme impliqué ici sur le territoire lavallois, M. Tom Buntis, qui est votre président d'honneur cette année. Oui. Tom Buntis est le fondateur, président et fondateur des restaurants. Des restaurants, oui. Allô, mon coco. Et puis, depuis plusieurs années, il s'implique beaucoup. Il est touché de près, je pense, dans sa famille, par ça. Oui, il est touché de près dans sa famille. Donc, pour lui, c'est très, très important de s'impliquer. La cause est importante. Et puis, cette année, c'est notre président d'honneur. Donc, il va être sur place à la Marche de l'Espoir le dimanche 28 mai. Il va pouvoir dévoiler avec nous le montant? Le montant amassé cette journée-là. Et puis, en plus de ça, tout le mois de mai... Une initiative là, qu'il fait dans les restaurants, là, que les gens Oui, peuvent adhérer, oui. d'ailleurs. Tout le mois de mai, les gens peuvent aller manger un déjeuner chez Allô Mon Coco. Et puis, s'ils choisissent sur le menu le Choco Coco, qui est une crêpe aux pépites de chocolat. Quand même. C'est quand même C'est bon. pas- Tout le monde aime ça. Excusez l'expression, mais c'est bon dans la gueule. Oui, c'est très bon. Alors, si on choisit le Choco Coco, il y a 1 $ qui est versé à la sclérose en plaques pour chaque Choco Coco. Et puis, l'année dernière, c'est 11 500 Wow. qui ont amassé
Avec cette initiative-là. Qui est encore super populaire, j'imagine, cette année, puis on invite les gens à aller manger, surtout en fin de semaine, long congé, évidemment, profitez-en pour y aller en famille. Et puis, je veux juste aussi, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, mais là, la marche de l'espoir, on en parle depuis tantôt aussi, mais pour l'événement, la journée, on marche sur 5-10 km, mais il y a quand même de l'animation sur place, alors c'est très festif quand même, ça se veut quand même très familial aussi en terminant. Oui, exactement, c'est un événement festif et familial, il y a de l'animation, des activités, il y a Benoît Girard qui est là pour musicien, qui va être là avec son école de musique. Donc, l'ambiance va être bonne. Quand même. Justement, ça se dit, c'est la marche de l'espoir. Donc, exactement. Bien, vous allez-y en terminant. Il y a M. le maire aussi, M. Demers, qui va être présent sur place dès 10 heures pour faire une petite allocution. Donc, et qui va lancer le départ avec nous. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre. Oui. Donc, les gens peuvent encore s'inscrire. Est-ce qu'ils peuvent, lors de cette marche de l'espoir, la journée même, avec un groupe, avec des gens, se mobiliser puis aller aussi physiquement cette journée même? Oui. Si vous voulez venir avec votre famille, vos amis, on vous invite. Vous venez au 125 boulevard des Prairies. C'est l'école Mont-de-la-Salle. Les inscriptions se font dans le gymnase dès 8h30 le matin. Vous êtes invités, il va y avoir de l'animation, il va y avoir des jeux. Parce que c'est une marche de l'espoir. Oui, puis le parcours se fait dans le parc des Prairies. Il y a un parcours de 5 et de 10 km. Donc, on vient s'inscrire dès 8h30 le matin. Mais si on veut éviter les files, la file d'attente... on aime ça, on écoute. Alors, on peut se présenter au 387 boulevard des Prairies. Parfait. Et puis, la préinscription se fait de 13h à 20h. Donc, à ce moment-là, vous évitez la file d'attente du dimanche 28 mai. Puis on est inscrit d'avance. On est inscrit d'avance, oui. Puis on se mobilise, c'est sûr, pour cette cause. D'ailleurs, les adresses sont déjà au bas de l'écran. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la sclérose en plaques. Je pense que ça a remis aussi bien en tête les gens. Je pense que tous ensemble, on va pouvoir stopper l'ASP. Bien, on le souhaite ardemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Voici la voix de Brandon, Annabelle et Sébastien. Malgré leur élimination, Annabelle Oreste, Brandon Mignacca et Sébastien Roel ne gardent que de bons souvenirs de leur passage à la voix, le concours télévisuel le plus populaire du petit écran. Les 15 ans d'Annabelle Oreste ne l'ont pas découragée quand elle s'est présentée d'ailleurs à la ronde de pré-audition sur un coup de tête avec sa sœur. Je poursuis mon but de devenir chanteuse internationale et la voix reste une belle façon de se faire connaître, notamment via les réseaux sociaux, raconte l'adolescente d'Auteuil qui a déjà remporté les honneurs à l'émission Crescendo avec la chorale de son école secondaire, Regina Assumpta. Aux éditions à l'aveugle, quand Marc Dupré et Éric Lapointe se sont retournés à son interprétation de Valérie d'Amy Winehouse, Annabelle Oreste a ressenti l'excitation et le poids du choix qu'elle devait d'ailleurs maintenant faire pour son mentor. Ça a été serré entre les deux avant la performance. J'avais Éric Lapointe en tête pour son style musical et l'émotion qu'il y met, mais j'ai choisi finalement Marc Dupré, dont j'admire la manière d'écrire ses chansons. En tant qu'artiste, de dire celle qui a délaissé le cheerleading pour se consacrer entièrement à la musique en dehors de ses études, avec des cours de piano et de chant. Et pour Sébastien Roel, l'été de ses 12 ans, Sébastien Roel tond le gazon chez son voisin de Vimont. Un jour, il débarque à la maison, un amplificateur tout juste acheté. Il regarde son père droit dans les yeux. J'ai l'ampli et il manque juste la guitare, se souvient-il en riant, lui qui est étudiant en chant populaire au cégep Marie-Victorin. Adolescent, il participera à plusieurs spectacles de fin d'année des écoles Horizon Jeunesse et l'Odyssée des jeunes. Et musicien, il commence d'ailleurs à chanter, s'inscrit à plusieurs concours ou bien il découvre son aisance dans le style soul après avoir touché au rock et au country. Il y a quelques mois, j'en étais à ma 4e tentative de participer à La Voix, relate l'artiste de 22 ans. Je m'ennuyais à rédiger un devoir de français et j'ai décidé de me réessayer en pré-audition. Ça a marché. J'ai compris que j'allais à un casting télé, pas juste à un autre concours. Sa version de SOS d'un terrien en détresse a marqué la saison. D'ailleurs, l'original, chanté par la voix très haut perchée de Daniel Balavoine, au sein de la troupe de Starmania, représentait un immense défi technique. Et après avoir pris Éric Lapointe comme coach, sachant que deux styles opposés donnent souvent une belle complicité, j'ai pris la confiance nécessaire pour chanter cette pièce, mentionne-t-il. Éric m'a appris à gérer mon intensité et Pierre Lapointe, qui m'a volé en cours de compétition, m'a montré l'importance de livrer le message d'un texte.
En ce moment, Sébastien Roel multiplie les auditions. Il aimerait entre autres interpréter les hymnes nationaux lors des parties du Rocket de Laval à la Place Belle. Et pour ce qui est de Brandon Mignacca, professeur en chant et piano à l'école Vimont Musique et chanteur du groupe alternatif que vous connaissez peut-être, Chair Warriors, Brandon Mignacca a tenté sa chance pour justement tester sa propre valeur en solo. Ça a été une expérience formidable de me retrouver dans une ambiance où la musique est au cœur de tout ce que font des gens en côtoyant énormément d'excellents musiciens, souligne le Lavallois de 23 ans qui étudie l'électro-acoustique à l'université. Je suis allé vers Marc Dupré en tant que mentor parce que j'aime son expérience de l'enseignement et son approche est chaleureuse. Pianiste depuis l'âge de 6 ans, Brandon Mignacca qui a franchi la première étape avec Thinking Out Loud de Ed Sheeran pour livrer en apesanteur de Calogero plus tard en compétition. En plus de poursuivre l'aventure avec mon groupe de style alternatif, j'aimerais collaborer avec certains candidats que j'ai croisés. Question d'expérimenter différents projets musicaux. Alors, bien fier quand même de ces 3 participants à la voix. Puis rappelons quand même qu'il y a de cela quelques années à Star Academy, première année, une certaine Marie-Mé n'avait pas remporté la finale. On connaît la suite. Ça peut être le cas des noms qu'on énonçait un petit peu plus tôt. On ne sait jamais avec une carrière qui peut être devant eux très prolifique. Souhaitons-le pour ces Lavallois et Lavalloises. Il a aimé un film québécois. Je pensais que tu allais juste dire, il a aimé un film, puis ça s'arrête là. Il a aimé un film déjà, non, mais quand même. Mais toi, tu as aimé un film québécois. Je pensais pas que ça allait exister un jour. J'aime les films québécois. Ben, en tout cas, en moyenne, ta critique est plus sévère envers un film québécois. On dirait que tu pars avec déjà une prise contre un film québécois. Non, de nos conversations qu'on a eues en dehors de la chronique, pop, les caméras sont allumées, il dit autre chose. Non, mais ce film-là, Bon Cop, Bad Cop 2, je suis sûr que tu l'as aimé. Tu me l'as pas dit, mais je suis sûr que tu l'as aimé. Je l'ai aimé aussi. Oui. Moi, j'ai adoré ce film-là et j'ai été agréablement surpris. Et tu sais, bon, on en discutait... un moment donné, bon, pourquoi 11 ans? Pourquoi attendre 11 ans avant de faire Bon Cop, Bad Cop 2? Parce que le premier, écoute, c'est le plus gros succès. Le record canadien. Le record canadien, 12,7 millions au Canada, dont environ 10 ici et 2 à travers le Canada, si je me rappelle bien. Et d'ailleurs, t'as entendu qu'on parle de chiffres. Premier week-end d'exploitation, c'est sûr que bon, il y avait de la météo du côté du film, on peut dire, parce qu'il a fait du temps gris, mais n'empêche, 1,2 million de box-office. Est-ce qu'il est arrivé au numéro 1? Je n'ai pas regardé. Est-ce que c'est une C'est une très bonne question pour celle-là, mais à tout le moins, 1,2 million de... C'est excellent, c'est le meilleur départ depuis Nitro en 2007 pour un film Ça tombe bien, québécois. c'est le même réalisateur. Bien, exactement, Alain Desrochers. Ouais. Et aussi la date de sortie, c'est tellement important. Et qu'ils le sortent maintenant au mois de mai. Le premier Bon Cop, Bad Cop est sorti au mois d'août 2006. Le mois d'août, c'est le temps pour sortir pas des gros blockbusters du mois de juillet, mais les films un peu plus peut-être violents, qui ne s'adressent pas nécessairement à toute la famille. Ouais. Donc, le fait de l'avoir sorti au mois d'août en 2006, c'était un très bon temps. Et là, maintenant, entre 2 grosses sorties de blockbusters, c'est un temps parfait. C'est ça, aussi. parce que c'était quand même risqué avec le fait qu'il y a les Gardiens de la Galaxie. Tu l'as dit, il y a encore les Dangereux, la filière de Rapide et Dangereux. Donc, il y avait plein de sorties. Le Roi Arthur. Alors, je trouvais que c'était quand même osé pour le faire. Puis, ils ont remporté leur pari. C'est sûr qu'ils ont fait une grande campagne aussi de promotion. C'était immense. Oui. D'ailleurs, des cadeaux pour ceux qui allaient au cinéma, les premiers. On vous donnait des casquettes, des produits dérivés. Et ça, on y va concrètement pour le film. Parle-moi-en, je veux dire, de ton appréciation, des côtés techniques aussi. Moi, ce que... Je sais, j'ai pas interviewé Patrick Huard, je sais que toi, tu l'as fait. Et je sais pas pourquoi exactement attendre aussi longtemps pour faire un autre, mais je peux présumer que, bon, c'est sûr que la pression embarque là-dedans. Comment faire pour faire un film aussi bon et aussi sortir des chantiers battus? Parce qu'à chaque fois qu'on fait une suite, c'est important d'essayer d'autres choses. Pas faire comme les Rush Hour. Et d'ailleurs, Rush Hour, les films de Rush Hour devraient prendre exemple sur Bon Cop, Bad Cop, parce que le budget est petit. Ils sont capables de faire des miracles avec ça. Et la chimie entre les 2 acteurs, écoute, c'est parfait. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est pas l'action qui est très bonne,
mais c'est les la deux chimie. personnages D'ailleurs, qui sont parfaits. L'intérêt est davantage un petit peu plus sur Colin Feore pour ce film-là. Volet dramatique aussi, puis même un petit côté inattendu, je trouve, dans certains dénouements de l'intrigue. Et puis souvent, on y va, on frappe contre les films québécois en disant qu'on n'a pas les budgets de nos ambitions. Ils sont tellement débrouillards. Effectivement, et je veux juste renchérir sur ceux qui disent ceci contre les films québécois, c'est que un film comme Bon Cop, Bad Cop, c'est là que tu vois, parce que c'est Patrick Huard qui a signé le scénario, donc c'est là que tu vois son côté humoriste. Tu sais, une ligne, un punch, le sens du rythme, des répliques qui te font un fou rire, pas juste un sourire, un fou rire, il y en a encore à outrance dans ce film-là, donc un peu comme dans le premier volet, et c'est ce que vous retrouverez, et je pense que c'est un peu la force, au-delà des performances d'acteurs, de la chimie et tout ça, mais je pense que c'est encore le rythme et la force du scénario qui fait de ce film-là quelque chose de bien à voir. C'est le côté humain, c'est l'humour, c'est l'action, c'est un mix de ce que les Américains ne sont pas capables de faire, même avec des budgets de centaines de millions. Oui, et d'ailleurs, la trame sonore, je vais faire... C'est excellent. C'est excellent. Annick Jean. Je ne m'attendais pas à ce que la musique me frappe autant. J'ai adoré ça et c'est tellement... Je trouve que la musique est parfaite comme le film. Vraiment, c'est une amélioration. Tu savais que c'était la femme de Patrick Huard, Annick Jean, qui avait justement musicienne bien connue, auteur, compositeur, interprète, qui a signé la réalisation de cette trame sonore qui est excellente. Alors, on est d'accord dans un premier temps. Et deuxièmement, t'aimes un film québécois, on a réussi notre chronique. Oui. Est-ce que je peux juste dire à quel... Moi, juste... Il y a un moment dans le film, vers la fin, où, Colin Feore, il est dans un camion blindé. Bon, Patrick Huard est sur le camion. Je n'expliquerai pas pourquoi. Et bon, ils sont en train de rouler. Et là-dedans, ça aurait pu coûter tellement cher faire cette scène-là. Et finalement, quand on regarde, c'est tous des gros plans. Et de la manière que c'est fait, on croit vraiment que c'est une espèce de... Pas de poursuite, je n'expliquerai pas les détails, mais on est persuadé vraiment que, le camion est vraiment en mouvement, quand en réalité, c'est juste des gros plans. Donc, c'est un détail parmi tant d'autres qui montre à quel point on est débrouillard avec des petits budgets. Un grand merci. Grande soirée de lancement ce soir au Balthazar où on lance le Festival des bières de Laval qui se tiendra du 14 au 16 juillet prochain. Je suis présentement avec la fondatrice du Festival des bières. Bonjour Marlène. Bonjour. Marlène, rappelle-nous encore de quelle façon t'es venue l'idée de faire un Festival des bières. Bien, moi, je suis une grande amatrice de bières de microbrasserie québécoise. Mon conjoint brasse à la maison également. Je suis lavalloise depuis maintenant 7-8 ans. Puis, j'ai réalisé en venant ici qu'il n'y avait pas de festival de bière en tant que tel. Il y en a dans toutes les grandes villes du Québec, mais aucun à Laval. Donc, d'où m'est venue l'idée de créer un festival brassicole qui fasse la promotion des différentes microbrasseries d'un peu partout au Québec. Et là, cette année, tu en es à ta 3e édition et ça grossit d'année en année. Tu vas avoir 80 exposants cette année. Oui, on a 80 exposants, on a 36 microbrasseries d'un peu partout qui se déplacent du Québec, que ce soit de Rouyn-Noranda, on a des microbrasseries du Québec, du Saguenay qui viennent à Laval pour présenter leurs produits. On a également plusieurs cidreries québécoises, des cocktails, des spiritueux, des food trucks, des produits agroalimentaires du terroir, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y aura aussi une programmation musicale. Et cette année, vous avez quand même des gros noms qui viennent. Oui, on est super contents. On est vraiment fiers de notre programmation. Vendredi, on a comme tête d'affiche Yann Perrault avec la chanson qu'on entend là, régulièrement en ce moment sur les postes de radio de J'aime les oiseaux. Donc, on est super contents. Première partie, c'est Sarah Dufour, ex-candidate à La Voix, qui va faire la première partie. Et le samedi, on a le groupe Les Dells Hour Shock, un groupe assez connu également, un groupe rock du Lac-Saint-Jean. Puis la première partie, c'est un groupe grunge qui s'appelle Fudge. Et on parle de musique, mais c'est également une fête familiale parce que ça se trouve au Centre de la nature de Laval, mais il y aura aussi des activités pour les enfants. Oui, on a quand même beaucoup d'activités pour les enfants. On a des jeux gonflables, on a également de l'animation sur place, du maquillage. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts.
pour les enfants également. Et présentement, on a la bière du festival cette année parce que chaque année, vous faites créer une bière spécifiquement pour le festival. Oui, chaque année, on a une bière exclusive qui est lancée pour le festival. Cette année, la bière se nomme la Festivaloise. Donc, c'est un peu à l'égard de... On fait un rappel pour Laval. Donc, c'est une Berliner Weisse aux framboises. On a utilisé dans cette bière-là du houblon, d'une houblonnière qui est ici à Laval, le domaine Bruno-Blonde. Puis également, on a des framboises de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, c'est une bière qui est assez locale, comme on pourrait dire. Donc, c'est une bière qui est très fruitée, à la fois fruitée et acidulée, parfaite pour les journées chaudes d'été. Alors, on s'entretiendra d'ailleurs avec le créateur un petit peu plus tard. Et pour les gens qui voudraient avoir de l'information sur le festival, vous avez un site Internet, Facebook également? Où on est très actifs sur notre page Facebook, donc vous pouvez nous suivre pour savoir toutes les inédits du festival. Puis également, c'est sûr, on a un site web, on a notre billetterie qui est directement en ligne, donc vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant. Et comment ça fonctionne justement pour les billets? Est-ce qu'on paie un billet à l'entrée, après ça, on peut faire des dégustations autant qu'on veut? Oui, il y a un prix d'entrée accès sur le site, donc en ce moment, les billets, c'est 7 en pré-vente ou 10 à la porte. Puis la possibilité après ça d'acheter avec un verre ou pas. Puis après, les consommations, bien, c'est payé directement avec les différents exposants. Donc les prix varient d'une microbrasserie à l'autre ou d'un exposant à l'autre. Bien, merci beaucoup, Marilyn. On te souhaite un très bon festival. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Au plaisir. Je me trouve présentement avec René Huard de Simple Malte. Bonjour, René. Bonjour, bonjour. Tu es cette année le créateur de la Festivaloise. Dis-moi, comment est-ce que t'es venue l'inspiration pour ta bière cette année? Est-ce que tu avais eu des consignes ou bien tu avais carte blanche? Bien, avec Marilyn, l'organisatrice, on se fait quand même bien organiser. Hein? Mais Marilyn est arrivée dans mon bureau et elle me dit je voudrais faire une bière pour mon festival. Qu'est-ce que ça te tente? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Fait que là, on a commencé à une petite tempête cervicale. On a commencé à penser à ce qu'on ferait. Puis on voulait faire quelque chose là, pour l'été, quand il fait beau, chaud, quelque chose de désaltérant, qui utilise des produits de la région. Fait que on a pensé à faire justement une bière blanche un peu acidulée avec des framboises de la région. Marilyn s'est mise à la recherche de framboises dans la région, mais au mois d'avril, mai, là, c'est plutôt rare. Fait qu'on a trouvé, je pense, le dernier producteur qui en restait dans le coin de Saint-Joseph-du-Lac. Et on a utilisé ses framboises à lui. On a aussi utilisé du houblon de Laval. Excellent. Puis en tout cas, ça se voit très bien. Pour moi, qui n'est pas particulièrement fervente de bière, là, j'adopte. Je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites comme autre bière? Parce que vous avez votre microbrasserie à Saint-Eustache, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme autre bière? Bien, on a la ligne de bière Simple Malte, des bières qui se basent sur des traditions brassicoles un peu partout dans le monde. C'est un peu comme des, je dirais, les bières qui représentent tout ce qui s'est fait dans le monde depuis des centaines d'années. Et puis, quand vous venez à un festival comme ici, vous allez avoir 35 autres microbrasseurs qui sont en quelque sorte des compétiteurs. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a de la camaraderie ou comment ça se vit, ça? Ben oui, la camaraderie. Certains, dans un événement de bière, s'il n'y a pas d'abord du plaisir, on manquerait notre coup. Hein? Fait que, oui, c'est de la franche camaraderie. Ben, pas toujours franc-franc, là, mais avec un peu de bière, ça devient quand même... Ah oui, ça met de la belle ambiance. Tout le monde est pas mal assez copain là-dedans. Bien, merci. J'imagine que c'est un petit monde aussi, hein, les microbrasseries au Québec, quand même. C'est un petit monde, mais qui grandit très, très vite de ce temps-ci. Oh, oui, on a des nouveaux frères et sœurs presque à toutes les semaines. Et c'est une bonne affaire pour le Québec. C'est une bonne affaire pour le Québec, oui. Bien, merci beaucoup, René, et on te souhaite un bon festival. Bien, merci bien. Vous aussi. Mélanie Houle, la princesse de course, c'est comme ça qu'on peut maintenant la désigner pour la Lavalloise, qui a maigri de 125 livres. Mélanie Houle qui a agi comme ambassadrice de la course des princesses de Bonjour Printemps 2017. Le samedi 13 mai, c'était au cégep de Victoriaville. Et pour une deuxième année, elle a pris le départ de l'épreuve de 5 km où déguisement, rire et bonne humeur étaient au rendez-vous. Elle était toutefois méconnaissable puisqu'elle a perdu 125 livres. Et d'ailleurs, pour rapporter ses dires, jamais je n'ai pensé qu'on me choisirait
comme ambassadrice d'une course à pied lance Mélanie Houle, qui prévoit perdre encore au moins 20 livres. Quand j'étais jeune, je détestais les cours d'éducation physique car j'étais toujours choisi la dernière. L'aspect ludique de la course des princesses a convaincu la femme de Vimonde de s'inscrire à l'édition 2016. Je me souviens d'avoir mis une couronne de princesse sur la tête et je portais un tutu. Cette course accessible pour les gens pas nécessairement en forme m'avait attiré. Ce fut ma première épreuve et c'est comme si je courais avec quelqu'un sur mon dos. Je vivrai d'intenses émotions car j'avais un énorme défi de 143 livres à éliminer. La Lavalloise a négocié les 5 km en 48 minutes l'an dernier. Cette année, elle aimerait bien fracasser son record personnel de 31 minutes établi la semaine dernière. Mélanie, qui d'ailleurs célébrera son 40e anniversaire, voulait perdre du poids pour pouvoir monter son cheval Casanova, qu'elle a adopté en 2013. Elle a décidé d'opter pour la marche rapide, qui s'est rapidement transformée en passion, la course à pied. Il fallait que je respecte un certain ratio de poids avec mon cheval, admet humblement celle qui a été intimidée dans sa jeunesse en raison de ses rondeurs. J'étais trop lourde pour mon cheval et je m'en allais pas dans la bonne direction. Quand j'ai adopté Casanova, il devait gagner au moins 250 livres. On peut dire que je lui ai transféré mes livres perdus, ajoute-t-elle en riant. Et Mélanie ne s'en cache pas, l'épreuve de la région des Bois-Francs était un tremplin pour elle. Ce fut donc naturel pour elle d'accepter le titre d'ambassadrice de l'édition 2017. C'est là que tout a commencé. Je conserve d'excellents souvenirs de Victoriaville. L'activité physique et un mode de vie sain sont devenus tellement importants qu'elle a décidé de poursuivre la formation pour devenir entraîneuse de fitness. Elle a affirmé que la course lui a donné des ailes. Elle est aussi ambassadrice d'une marque de vêtements fabriquée à Laval. Et finalement, Mélanie a lancé La Princesse de course, un blog sur Facebook, dans le but d'influencer positivement les gens qui souhaitent perdre du poids naturellement et sainement. Je veux les motiver et les inspirer. De plus, elle invite les intéressés à courir les dimanches au Parc des Prairies. Au début, nous étions juste des princesses et des princes se sont joints à nous, conclut Mélanie Houle, donc avec l'humour qui la définit si bien. Baseball, début de saison qui a été perturbé, on peut le comprendre, lors de la conférence de presse du 8 mai. Baseball Laval a annoncé que toutes les parties et entraînements sont annulés. D'ailleurs, pour la mi-mai, en raison des mesures d'urgence prises pour les inondations et de l'état d'urgence décrété, le service des travaux publics a informé Baseball Laval que toutes les ressources municipales disponibles sont mobilisées afin d'aider les citoyens lavallois aux prises avec les inondations. C'est ce qu'a fait savoir le président de Baseball Laval, Richard Saint-Amour. M. Saint-Amour a mentionné avec fierté une augmentation du nombre de joueurs pour une 4e saison consécutive, ayant atteint les 860 pour la prochaine année. Comme le veut la tradition, la saison des classes A et B s'amorcera sur les terrains du Centre de la Nature à la fin du mois de mai, soit les 20, 21 et 22. Et le défi triple jeu est l'occasion pour les joueurs de se démarquer de façon individuelle. Et lors de la compétition, les participants mesurent leur talent dans chacune des 3 disciplines, la frappe au bâton, la course autour des buts et le lancer de précision. Les différentes associations tiendront leurs compétitions respectives le 10 juin, alors que la Ligue de baseball de Vimont-Auteuil présentera le défi triple jeu régional au parc Père Vimont le 17 juin. Les championnats régionaux Béni et compagnie des classes A et B auront lieu d'ailleurs à la mi-août et l'Association sportive de Laval-Nord accueillera les joutes de la classe B, alors que le club de baseball de Laval-Est tiendra celle du A. L'association du baseball, d'ailleurs, va célébrer également le 14 octobre. Il y aura donc le premier gala 440 Chevrolet de Laval qui se tiendra. Et ce gala est l'occasion d'honorer les joueurs, entraîneurs, équipes officielles et bénévoles du baseball, s'étant le plus démarqué tout au long de la saison. C'est soir de gala à Laval et nous sommes présentement à la salle André-Mathieu où le bénévolat est à l'honneur. Donc, pour la 33e année, nous célébrons le bénévolat et je suis présentement avec Madame Sandra Desmeules. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. On se retrouve en d'autres circonstances que la dernière fois. Oui, tout à fait. Nous sommes avec nos bénévoles, nos gens. Alors, ce soir, c'est ça, ce sont les prix OSIA, la 33e édition.
Donc, ce soir, nous allons récompenser 30 personnes qui font du bénévolat dans les quartiers. Donc, c'est 30 personnes dévouées qui donnent de leur temps à la vie de quartier, à leur communauté. Donc, pour nous, c'est notre façon de les remercier, de leur dire merci de leur temps qu'ils consacrent à la vie lavalloise. Et ce soir, parmi les 30 prix, il y a 8 catégories. Et dans ces 8 catégories-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vie de quartier. Et dans cette catégorie-là, 2 prix par secteur de Laval seront remis. Donc, on couvre la région complète. Oui, exactement. On couvre vraiment les 6 secteurs qui représentent, dans le fond, les 6 BML, les bureaux municipaux lavallois. Donc, vraiment, là, personne n'est oublié. Chaque secteur est très bien représenté par les bénévoles. Donc, pour nous, c'est très important. Et dans les catégories aussi, on a une catégorie jeunesse, parce que c'est important, ça aussi. On en veut de tous les âges des bénévoles. Oui, exactement. Puis c'est ça qui est fun. Il y a vraiment une recrudescence chez les jeunes. Les jeunes, de plus en plus, on s'aperçoit qu'ils sont intéressés à faire du bénévolat. Puis c'est tellement beau de les voir et de s'impliquer dans leur communauté à un aussi jeune âge. Donc, pour nous, c'est important de venir les féliciter puis de leur dire merci, continuez. Puis en même temps aussi, ça va amener peut-être une influence chez la jeune génération. Donc, vraiment, on est très, très enthousiastes. Et ce soir, en plus, ils vont recevoir un iPad. Les nommés vont recevoir un iPad. Oui, exactement. On dévoile le punch, un beau iPad. Écoute, moi, si je serais à leur âge, étant jeune, un iPad, écoute, là, hein? Non. Et une autre catégorie aussi qui est intéressante, c'est l'événement. Un prix pour l'événement. Et ça, quand on a l'ambition d'un gros événement, il faut absolument des bénévoles. Et c'est important de le souligner. Exactement, mon Dieu. Puis on en a tellement. Puis je pense entre autres au 50e, le succès du 50e en 2015 et d'autres événements qu'on a à Laval, comme par exemple la fête de famille à chaque année. On a tellement de bénévoles qui viennent nous aider. Prochainement, on a la grande fête des pompiers avec le marathon de la course des pompiers. Tout ça, ça serait jamais possible de réaliser sans l'implication de nos bénévoles. Ce sont des heures qu'ils mettent, qu'ils consacrent. Donc vraiment, on vient les remercier du fond du cœur. Et vous, Madame Desmeules, est-ce que vous en faites du bénévolat? Ah, mon Dieu, la question. Je pense qu'en étant conseillère municipale, l'emploi en soi de conseillère, on en fait du bénévolat. Nos heures de travail, on fait énormément de bénévolat. Mais en dehors de ça, moi, j'ai une cause qui me tient vraiment à cœur. Ce sont les jeunes du Centre jeunesse de Laval. Donc, dans mes temps libres, j'ai fait beaucoup de bénévolat pour le Centre jeunesse. Je suis très impliquée dans la fondation du Centre jeunesse de Laval. Donc, ça, c'est mon petit côté personnel que je donne, en plus de mes heures de travail non calculées dans la communauté. Bien, parfait. Je vous souhaite une excellente soirée et on souhaite bonne chance à tous les nommés. J'imagine qu'on pourra voir les résultats sur le site de la Ville de Laval. Exactement. Il y aura un communiqué de presse qui sera fait. Merci. Bonne soirée. Ça fait plaisir. Merci. C'est votre soirée. C'est la soirée où la Ville reconnaît le travail de ses bénévoles, la contribution de ses bénévoles. Alors, c'est une soirée qui vous appartient et il faut se rappeler que la Ville de Laval a été construite par des gens qui croient au bénévolat et nous en sommes fiers. La communauté repose sur le bénévolat. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de TV Laval Nouvelle. Vos commentaires en tout temps, constructifs, des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, qui vous touchent de près. Avec grand plaisir, le tvrl.ca pour d'ailleurs vous lire et pour vous, pour nous écrire. Et n'oubliez pas, tous les dimanches aussi d'ailleurs, dimanche matin, c'est notre édition du Bingo TV Laval. 3 500 $ à gagner, 2 000 $ pour la carte pleine. Tous les dimanches ici,
c'est bingo et je vous dis à très bientôt.